Bonjour, bienvenue sur le webinaire des Jeudis de la recherche du réseau Recherche et Innovation paramédicale du GIRSI Grand Ouest. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Laurane Maignan-Gotter, qui est masseur kinésithérapeute au CHU de Rennes, dans le service de médecine physique et réadaptation enfants. Elle va donc nous parler de son expérience en tant que chercheuse, qui travaille donc dans un service de soins. Donc pour information, ce webinaire est enregistré et sera disponible donc en replay sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. À la fin donc de la présentation de Laurane, vous aurez la possibilité donc de poser vos questions en allumant vos micros ou en saisissant vos questions sur le chat. Et donc Laurane pourra vous répondre à la suite. Laurane, je te laisse la parole. Mhm. Merci Cathy. Bonjour à ceux qui ont pu se connecter et se joindre à nous. Pour la présentation, c'est déjà fait. Donc, je suis Laura Mignon, je suis kiné et un petit peu chercheuse du coup sur le CHU de Rennes. Et voilà, je partage mon expérience débutante, ma foi, en tout cas petit parcours sur la recherche. Je vous fais un petit retour sur ce fameux petit parcours-là. Moi, je suis diplômée depuis 2016. Donc, en 2016, on était encore sur un cursus kiné un peu particulier. Il n'y avait pas de notion d'universitarisation. On n'était pas beaucoup sensibilisé à la recherche et on était encore en cursus 3 ans. Voilà, donc c'est un premier, dans mon mémoire de fin d'études, c'était même pas vraiment un mémoire de recherche, c'était un mémoire sur le cas clinique. Enfin, vraiment, je n'avais aucune notion recherche. Voilà, j'ai eu la chance de me faire financer mes 2 dernières études par le CHU de Rennes, ce qui m'a fait rentrer rapidement donc, en post-diplôme dans les équipes du CHU, avec une première année post-diplôme dans le pool de remplacement du court séjour. Donc, un turnover assez important dans les services, mais c'est hyper intéressant parce que ça m'a permis d'avoir pas mal de connaissances engagées, d'expériences dans plein de domaines, liés à l'ensemble des services dans lesquels j'allais. Et puis, je me suis un peu plus investie dans le service d'orthopédie pendant quelques mois avec spécialisation, une appétence un peu plus en appareillage de la main traumatisée, donc avec des attelles qu'on confectionne au CHU. Donc ça, c'était hyper intéressant. Donc, un premier amour avec l'appareillage. Et puis, ma foi, quand même, dans dans les stages que j'ai pu réaliser en formation initiale, la pédiatrie, ça me plaisait énormément. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un poste qui se libérait au CHU dans le service de rééducation enfant. Donc, en 2017, je suis arrivée là-bas. Et puis, voilà, pendant quelques années, j'ai engagé un peu d'expérience sur ce domaine-là. Et puis, je me rendais compte quand même que l'appareillage, était hyper intéressant. Donc, par la promotion interne du CHU, on a réussi à avoir un financement pour un DU d'appareillage à Nancy, qui du coup m'a commencé déjà un peu à me sensibiliser à la recherche, essayer déjà de lire des articles. Ça me semblait déjà énorme de faire une revue sur la littérature, en tout cas dans un domaine bien précis. Donc c'était hyper intéressant, avec un mémoire qui décrivait un protocole sur une attelle qu'on avait développée, l'attelle qui est dans le petit rond là, en dessous de l'année 2022. Je vais mettre le pointeur, ça va être plus simple. Cette attelle-là, bref. Donc c'est l'attelle suisse malléolaire. Et ce protocole, ben, en fait, il a été repris par une interne en MPR pour son master. C'est hyper chouette parce que c'est une continuité de son travail, c'est hyper intéressant. Puis travail d'équipe, c'est encore mieux. Et donc, c'était l'étude Satisface, en l'occurrence. Et puis, donc, ouais, une inscription un petit peu plus officielle dans la recherche avec l'intégration du CIC, le Centre d'investigation clinique autour de Rennes. Et puis,
Et puis j'ai intégré aussi les réunions recherche de l'unité clinique d'analyse du mouvement. C'est des réunions qui sont mensuelles et qui nous permettent du coup de mettre un peu à jour toutes les connaissances, les projets locaux. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Et puis je me suis dit, ouais, non, faut quand même que j'apprenne un peu plus sur cette recherche. Et donc peut-être voilà, un master 2, un projet master 2 qui est arrivé, donc en promotion interne également aussi, mon financement. Et dans ce master 2, donc là, STAPS, donc c'est activité physique et l'approche pluridisciplinaire donc sur les handicapés moteurs. Et au cours de ce master 2, on avait un mémoire à réaliser. Sur ce mémoire, j'ai choisi de mener une étude, l'étude au sein du CHU pendant notre stage clinique que j'ai mené à l'unité clinique d'analyse du mouvement, pas bien loin finalement, parce que c'est dans le même bâtiment que le mien. Du coup, c'est l'étude ECLA pour donc Energy Expenditure in Children with Lower Limb Amputation. Donc voilà, donc, plutôt auprès donc, des enfants amputés, qui est vraiment mon grand thème de recherche, c'est la prise en charge de ces petits patients. Et donc, on a évalué la dépense énergétique chez nos patients en routine. Donc, c'était vraiment une recherche qui s'intégrait dans le soin courant, RIPH3. Et on a déjà vu qu'il y avait une plus grande dépense énergétique pour ces enfants-là. Et puis, en discutant un petit peu avec les collègues de l'UQAM, le professeur Bonan, notre chef de service, en disant c'est quand même hyper intéressant ce thème, est-ce qu'on peut pas peut-être le porter à un niveau plus national et qui dit niveau plus national dit budget différent. Donc c'est là où en 2024, donc on a commencé un peu à écrire sur regarder les appels à projets qui pouvaient financer ce type d'études. Et puis voilà, donc les projets internes, donc le CORESP au CHU de Rennes, et puis des projets ministériels, des appels à projets ministériels, le PHAIP. Voilà. Et puis en parallèle aussi, j'effectue quelques cours en intervention externe à l'école de kiné de Rennes. Donc c'est hyper intéressant parce que ça nous permet d'échanger sur nos pratiques, partager les connaissances et puis de les actualiser, surtout, c'est important. Donc voilà, donc ça c'est une activité annexe. Donc concernant mon thème de recherche, donc auprès de la personne amputée, chez le sujet amputé, on a quand même deux grands paramètres qui sont connus, à savoir une grande dépense énergétique qui est supérieure à celle des sujets normaux, et puis également des anomalies à la marche, donc des boiteries, qui ont des impacts quand même assez néfastes en termes d'autonomie, de capacité de marche et d'équilibre pour le patient. Et donc parmi donc, ces deux paramètres, donc là, cette dépense énergétique, elle est augmentée principalement chez les patients qui ont une amputation proximale. Et puis, lorsqu'aussi ils marchent plus vite, ils dépensent plus vite, plus d'énergie. Cette dépense énergétique, elle est communément évaluée par la mesure de la consommation directe en oxygène, donc c'est la VO2, donc en millilitres d'O2 par kilo par minute par kilo. Et c'est réalisé en cours d'un test de marche avec un masque portatif d'analyse des échanges gazeux. C'est un gold standard qui est quand même assez présent dans la littérature amputée adulte, on le voit. Donc, voilà, on commence à avoir un peu de référence sur cette mesure. Et puis, l'autre caractéristique donc, connue chez l'amputé, donc ce que je vous disais autour de la marche prothétique, donc, on a des défauts de marche qui sont connus chez les adultes, notamment mis en lumière par l'analyse quantifiée du mouvement. On sait chez l'adulte amputé qu'on a une réduction de la flexion de genoux prothétique, donc en phase de mise en charge, donc c'est en début de phase d'appui prothétique. On a aussi une réduction de l'extension donc dans le plan frontal du tronc qui sont augmentés, et un gait profile score, donc c'est un indice d'écart à la norme sur des paramètres de marche qui est également majoré.
Donc, ces défauts de marche, ils sont connus. Il y a quelques liens qui ont été établis avec la dépense énergétique. Ça reste assez sommaire. On sait que les adultes amputés vont dépenser beaucoup plus d'énergie quand ils vont élargir leur polygon de sustentation, donc leur base de support, et puis aussi quand ils vont augmenter leurs déplacements latéraux-médiaux de leur centre de masse. Ça, c'est pour l'adulte amputé. Chez l'enfant amputé, ben, là, on est beaucoup plus pauvre en termes de littérature, mais ce qu'on voit quand même sur le terrain, parce que voilà, je continue une activité clinique principale, et on voit en fait chez ces petits patients amputés qu'ils sont quand même bien déconditionnés à l'effort, et, euh, et on voit bien qu'en fait ce cercle vicieux, il concerne autant ces patients-là que les patients adultes. En fait, s'ils dépensent davantage d'énergie, ils vont avoir une sensation d'inconfort à l'activité physique ou simplement à la marche plus majorée. Et donc, il y a de plus grands risques qui se sédentarisent. Et par la sédentarité, on connaît bien le risque de la prise de poids. Et cette prise de poids, le problème en appareillage amputé, c'est que on a du mal à la gérer en fait en termes d'adaptation des composants prothétiques et notamment de l'emboîture. Et donc, il faut tout le temps voilà, rechanger l'emboîture. Et s'il faut changer l'emboîture, créer un moulage, etc., ça veut dire qu'on a des ports prothétiques qui peuvent être suspendus pendant un certain temps. Et donc, forcément, une marche béquillée en unipodale va dépenser plus d'énergie, etc. Et ma foi, le cercle vicieux se réengage. De ce que j'ai pu voir dans la littérature, c'est qu'on n'a pas de référentiel de rééducation qui soit décrit pour cette population, que le déconditionnement à l'effort il est très peu abordé, on n'a pas d'évaluation systématique qui soit décrite, et puis encore moins d'outils consensuels pour évaluer cette dépense chez l'enfant. Concernant là aussi le schéma de marche, donc la deuxième paramètre, donc on a des altérations de schéma de marche qui sont un petit peu décrites rapidement, mais on n'a pas de pattern de marche bien décrit comme pour l'adulte. Il y a quelques liens, très peu, qui ont été confrontés, enfin qui ont été étudiés entre la marche et cette dépense énergétique. On on, on voit notamment que la dépense énergétique, elle va être augmentée quand on va majorer la largeur de pas et asymétriser la marche. Donc ça, ce sont des paramètres spatio-temporaux de la marche. Et aussi, cette dépense, elle va être augmentée avec des déplacements latéraux du bassin qui vont être majorés. Donc là, on est plutôt sur des paramètres cinématiques de la marche. Ainsberg et Fek, en fait, c'est des études qui sont malgré tout à toute petite cohorte, et puis en fait, qui étudient quand même un nombre insuffisant de paramètres de marche dans les liens avec la dépense énergétique. Donc voilà, tout est à remettre aussi un petit peu en question par rapport à ça. En tout cas, voilà, la prise en charge, elle repose euh, sur pas grand- sur beaucoup de bases empiriques en fait, hein, et on a besoin de critères objectifs hein, pour élaborer à terme un protocole qui soit basé sur des preuves. Et ma foi, en fait, voilà, on a besoin d'avoir de critères objectifs pour cela. Et on a besoin de connaître le pattern de marche prothétique de l'enfant amputé. Et dans ce pattern et dans ces boiteries, est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus énergivores? Et puis en application clinique de routine, est-ce que vraiment il y a une évaluation qui est intéressante pour la dépense énergétique? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ou pas? Et s'il y a un intérêt, enfin, comment on évalue cette dépense énergétique? Je peux voir dans la littérature et même chez nous au travail, il y a quand même une limite du gold standard, hein. L'analyseur des échanges gazeux, c'est très cher. Ça demande une formation, ça demande voilà, ça demande du temps de passation. Et on se pose la question d'avoir une méthode plus facilement applicable en routine clinique. Dans la littérature, on a un index qui émerge, donc l'index de dépense énergétique, qui est un rapport de fréquence cardiaque sur la vie enfant paralysé cérébro, mais qui n'est pas validé pour l'enfant amputé. Donc, c'est là où on arrive à notre super étude MAPED. Et donc, voilà, on recherche les anomalies de marche de l'enfant amputé qui sont les plus coûteuses en énergie. De ce qu'on
peut penser, en tout cas, c'est que probablement la dépense énergétique augmenterait avec les anomalies de marche à la hanche. C'est ce que j'ai pu voir en tout cas dans mon étude de master. Et puis, c'est ce qu'on peut voir aussi chez l'amputé adulte. Pourquoi pas, du coup, le transposer à l'enfant. L'objectif principal de l'étude MAPET, c'est d'identifier les déterminants de la consommation en oxygène parmi les paramètres cinématiques de marche chez l'enfant amputé de membre inférieur unilatéral. Et en objectif secondaire, c'est peut-être aussi voilà, d'évaluer l'outil index de dépense énergétique en termes de validité et de reproductibilité vis-à-vis du gold standard, donc la consommation en oxygène. Cette étude, elle est prospective, elle est multicentrique, nationale, et elle se fait auprès donc, des enfants qui sont âgés de 7 à 18 ans. 7 ans parce que on considère la maturité du schéma de marche acquise à cet âge. Les enfants donc, inclus sont amputés unilatéraux, en transfémoral ou en transtibial, et là, toute étiologie confondue. Ils doivent avoir une prothèse définitive en place. Ça veut dire que les réglages prothétiques sont figés, les volumes du moignon sont stabilisés, et puis le schéma de marche déjà est un peu plus systématisé, un peu plus individualisé à l'enfant. Ils ne doivent pas présenter de pathologie évolutive associée. Alors, pour exemple, ça peut être un patient qui a une amputation d'étiologie onco et en fait, son cancer n'est pas stabilisé, il est encore sous chimio. Donc là, on a quand même un facteur confondant sur la dépense énergétique qui est majeur et qu'on doit prendre en compte, donc on ne peut pas l'inclure. Et bien sûr, il faut l'autorisation des représentants légaux pour participer à l'étude. Donc cette étude, elle est multicentrique et finalement, voilà, il faut du financement, faut une démarche, il faut bien commencer par quelque chose. Déjà, voilà, après ce fameux master, on a la volonté de la mener à l'échelle nationale, mais comment faire? Donc au CHU, on a la chance d'avoir quand même voilà, une sensibilisation à la recherche paramédicale, en tout cas, qui commence à de plus en plus évoluer, en tout cas. On a l'équipe d'appui à la recherche, donc l'équipe type la recherche en soins, l'équipe EARS, du coup, qui a cette mission. Et donc, en l'occurrence, Karim Jamal, mon collègue de cette équipe, m'a permis de m'aider à problématiser, à réaliser, écrire le protocole, voir si c'est faisable à l'échelle nationale. Et puis, après, voilà, j'ai eu une mise en relation avec les collègues de la direction de la recherche et de l'innovation. Donc, j'ai découvert ce service, en fait, parce qu'en clinique, on se rend compte que c'est pas un service qu'on rencontre. On n'est pas amené vraiment à travailler avec eux quand on travaille dans le soin. Donc voilà, donc à la direction de la recherche, j'ai été accompagnée dans la rédaction, dans la relecture, et puis dans un autre thème encore plus vaste, c'était tout ce qui était médico-légal et puis budget, jusqu'à la ramette de papier qu'il faut, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça, qu'il faut déjà projeter sur le budget. Donc, heureusement, il y a des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées là-dessus et heureusement qu'ils sont là effectivement pour nous guider parce que c'est pas si simple. Et puis aussi un autre service, la santé publique épidémiologie, qui m'a permis, par l'intermédiaire du professeur Garland-Tezek, qui a calculé le nombre de sujets à inclure, quels sont les plans statistiques qui seraient les plus adaptés pour cette étude. Et puis voilà, sur le plan un peu purement méthodologique, est-ce que cette étude peut voir le jour et comment elle le voit. Donc, on a eu un calcul du nombre de sujets à 43 sujets nécessaires avec une petite 10% de marge, donc 48 sujets à inclure. En soi, ça ne semble pas énorme, mais finalement, les enfants amputés en rééducation, ça reste une niche d'activité. Donc, ce n'est pas si simple de les avoir en local. Et donc, forcément, il faut un recrutement national. On a donc réalisé le budget, le calcul du budget, et donc c'est
aux critères. En l'occurrence, là, donc, il fallait écrire une lettre d'intention concise, mais complète. Il y a 2 tours de sélection. De ce que j'ai bien compris, si je ne vais pas me tromper, on était à peu près 400 dossiers, 400 candidatures avec du coup 21 projets retenus. Donc, c'est quand même assez sélectif, hein. Et ma foi, dans le deuxième tour, il fallait donner le protocole complet. Donc là, c'est plus 2 pages, c'en est une quarantaine. Et puis, la liste des investigateurs. Donc, on s'est dit, bon, tiens, qui a un laboratoire d'analyse du mouvement, qui prend en charge les patients amputés, qui pourrait nous prêter main forte dans les inclusions. Et la grille budgétaire finalisée, et puis le planning prévisionnel. Donc ça, c'était un gros travail finalement en amont de cette étude. Et puis, par bonheur, le PHRIP est arrivé jusqu'à nous, et donc on a fait ce fameux budget maintenant. Donc, l'aventure multicentrique commence. Et c'est là où, du coup, après avoir recherché ces centres co-investigateurs, donc on les a contactés, donc on a réalisé des visios, on a présenté le projet, et puis est-ce que c'était faisable à l'échelle locale? Ah bah non. Est-ce que le laboratoire le permet? Non, oui. Voilà. Et puis est-ce que aussi les équipes sont sur place, seraient OK pour suivre l'aventure? Et puis après, il a fallu écrire pour le comité de protection des personnes, donc tout le dossier éthique avec la DRI. Donc, comme finalement je suis projetée en investigatrice principale et coordinatrice de l'étude, voilà, je me mets un peu un point d'honneur à ce que j'ai lu un peu tous les documents pour être au fait, mais ce qui est riche aussi. Donc, on a eu un premier dépôt, et suite à ce dépôt, on a eu des 5 remarques. Semble-t-il, selon la DRI, c'était des remarques assez mineures, donc plutôt light. Donc, tant mieux, parce que c'est encore du temps autrement à investir s'il faut rechanger des choses. Et ma foi, on a eu l'accord du CPP cette année, donc au 1er avril. Ce n'était pas un poisson, c'était réel. Et par la suite, donc il fallait enregistrer l'étude en clinical trial. Donc, pareil, encore écrire des choses en coécriture, vraiment toujours pareil, hein, avec la DIRI. T'es pas tout seul dans la barque, et fort heureusement. Qu'on a obtenu, enfin qu'on a enregistré donc le 21 juillet de cette année. Donc voilà. Et là, un gros pavé qui est l'écriture du cahier d'observation, donc en amont, savoir un petit peu quelles données on met, ce qui est de l'ordre de l'utilité ou pas, qui le crée, quels sont le circuit des données. C'est pas si simple en fait, il y a quand même besoin de projection. Et quand on débute, la projection, ma foi, elle se base sur pas grand-chose en expérience. Donc heureusement, il y a des équipes qui sont là pour ça. Et puis après, il y a l'électronisation qui a été faite en août 2025. Donc bon, c'était pendant les congés, donc c'était un peu particulier. Il fallait tester le ICRF. Et voilà, il est encore en test, mais en finalisation. Et voilà. Et en parallèle aussi, il fallait commander le matériel, parce que le masque d'analyse des échanges gazeux, on ne l'avait pas dans notre service. Donc, il a fallu le commander. Et puis, 2, 3 bricoles aussi à côté en termes de petits matériels. On a eu aussi petit revirement de situation pour un des centres où malheureusement l'investigateur principal du centre n'était plus disponible, donc on a dû changer. Donc finalement, on a dû créer une modification substantielle au protocole. Donc c'est notre première modification substantielle, et en fait, je me suis rendu compte que ça prend du temps juste pour changer un nom. En fait, c'est pas si simple. Cladery nous a bien aidé là-dessus, hein, bien sûr. Mais voilà, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas changer le protocole toutes les 5 minutes. Une fois que tu as le CPP, tu es bien content, et il faut que tu l'aies, il faut que tu le gardes. Et pour ma part, de manière un peu plus personnelle, ce temps recherche, en fait, il a été débloqué. Donc, j'ai un 40% qui a été financé par le PHRIP. Et en fait, il a été débloqué qu'à partir de septembre 2025, parce que on a eu des difficultés de recrutement en interne, et donc pas de possibilité de me remplacer dans le service. Donc c'est un peu le lot justement du clinicien-chercheur. Donc voilà, donc finalement, toute la diapo d'avant c'est faite sur un temps personnel. Voilà.
mise en application de l'étude. Donc, on commence un peu à voir les choses se concrétiser. C'est chouette. Et là, prochainement, on va voir les réunions de mise en place avec les 5 centres co-investigateurs. Euh, donc, on est le Rennes. Il y a Paris, Lyon, Dijon, Brest et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et voilà, et plus si affinité, ma foi, si on a besoin d'inclure plus de sujets qui ne sont pas accessibles dans nos centres. Donc, les réunions de mise en place pour celle de Rennes, elle va se faire prochainement parce que notre première inclusion rennaise se fait le 13 octobre, donc c'est dans 2 semaines. Voilà. Si je pouvais dire un petit mot sur le clinicien-chercheur, on parle souvent du lot du clinicien-chercheur avec ses avantages, ses inconvénients. Je pense que si on veut se mettre dans la recherche, quand on est clinicien, il faut, je pense, être entouré. C'est primordial parce que, surtout quand on manque d'expérience comme moi, clairement, voilà, définir un plan statistique, j'en suis incapable, vraiment. Sur le plan médico-légal, administratif, tout ça, c'est un autre métier complètement. Et puis, mine de rien, bah, quand on débute en recherche, on n'a pas de réseau, ou en tout cas, le réseau est minime. Et finalement, bah, on est bien content quand même d'avoir une équipe formée autour de nous pour nous apporter toutes ces réponses. Faut être quand même motivé parce que c'est quand même un long parcours. Je sais pas si vous avez suivi les dates, mais en fait, du master jusqu'à l'étude vraiment réelle, ben, en fait, c'est 2 ans d'écriture, 2 ans de préparation de ce projet. Et puis, ben, une fois qu'on a débuté les premières inclusions, on a donc 2 ans d'études. Et puis après, il faut valoriser l'étude, faut communiquer autour de ça parce que l'idée, c'est pas de faire sa recherche pour soi, faut la communiquer. Enfin, je trouve que c'est ça qui est le plus important. Donc ouais, c'est un travail de longue haleine et ma foi, faut être motivé. Et puis aussi, faut être engagé parce que ma foi, c'est un temps personnel majeur et ouais, c'est pas rien. C'est pas rien si on n'a pas d'engagement pour ce travail de recherche. Je pense qu'on peut aussi rapidement tuer dans l'œuf son projet. Et voilà. Et puis du coup, je voulais vous remercier certaines personnes, donc professeur Bonan, qui est notre chef de service, qui est vraiment sensibilisé à la recherche voilà, avec qui les échanges sont faciles. Karim Jamal, qui est mon premier binôme dans la rédaction du protocole, que je remercie pour sa patience. Et puis bah, son parcours aussi qui m'inspire beaucoup, qui montre que l'investissement professionnel va au-delà du diplôme de kiné. Sébastien Cordillet, de l'ingénieur du mouvement, qui m'accompagne avec bienveillance vraiment dans mes premiers pas dans la recherche, quasiment depuis le début pour le coup, qui m'apporte beaucoup de soutien méthodo et stats, merci. Et puis, docteur Lisa Vialard, qui est chef de clinique, très prometteuse et je prends vraiment beaucoup de plaisir à prendre en charge en clinique les patients amputés de membre inférieur et membre supérieur d'ailleurs, hein. Et puis, plus globalement, l'équipe de l'UQAM avec mes confrères kinés. Et, euh, et la direction de la recherche et de l'innovation, donc le binôme santé publique DRI du PHRIP, donc c'était Valérie Vissèche et professeur Garland-Tezek, qui étaient vraiment toujours à l'écoute et très pertinents dans leurs remarques, réactifs, donc très intéressant. Et l'équipe Mabel qui s'est formée avec donc Alain Caro, notre chef de projet, Leila Bouchard qui est l'ARC, et puis Damien Garot qui est le data manager et Méline Lebré qui est la gestionnaire, qui apportent à leur échelle leur expertise et c'est hyper intéressant. Nos co-investigateurs hein, qui sont présents et qui ont bien voulu répondre présents d'ailleurs à ça. On les remercie et on espère du coup que d'ailleurs cette collaboration va se faire super bien. Et puis l'école de kiné, donc mon frère de l'IFPEC, parce que bah, ça me permet de partager mon expérience, comme je vous disais, donc c'est toujours intéressant. Et ma foi, et ça, je pense que je les remercierai jamais assez, c'est mes collègues, mes chers collègues kinés en clinique, parce que finalement, ouais, sans clinique, il n'y a pas de recherche, peut-être aussi inversement, hein, bien sûr. Et
Et ils me soutiennent dans ce grand projet. Et puis, voilà, ils partagent leur vision, leur connaissance de notre chouette métier, vraiment. Et puis, bah, plus, voilà, puis mes petits patients amputés qui m'inspirent tous les jours. Et puis, bah, pour qui je veux continuer quand même ce projet de recherche à 100% et avec eux et pour eux. Voilà. Je vous Merci remercie beaucoup, à tous. Laurane, pour cette riche présentation, tant sur le parcours que tu as construit et que tu es encore en train de construire et à travers donc cette recherche, et puis bah, effectivement sur cette recherche qui, je pense, voilà, sera vraiment, enfin, est très importante et sera bénéfique pour les patients et pour les professionnels grâce aux connaissances que tu vas pouvoir amener aux collègues. On a très peu de temps finalement pour les questions. Donc en fait, ce que je vais proposer, c'est que le réseau, donc Recherche et Innovation Paramédicale, a tes coordonnées mail et tu les as d'ailleurs mis sur les diapos. Donc ce que je vais proposer, c'est que on puisse te poser les questions par mail, si tu en es d'accord. Ouais, bien sûr, au contraire, avec Voilà. plaisir. Et comme ça, et puis sinon aussi à travers notre boîte mail, si besoin, donc recherche au pluriel, point paramédical au pluriel, arobase chu-angers.fr. Voilà, n'hésitez pas. Je vais arrêter donc le webinaire. Merci beaucoup encore, Laurane. À très vite. Merci beaucoup.